Le PFL vient d'annoncer la participation de Patrice Evra à son événement à Paris au mois de mai. Même si ça ressemble à une blague, il semble que ce soit bien réel et l'ancien latéral gauche de l'équipe de France va faire un combat d'exhibition à l'Accor Arena. Visiblement, il s'entraîne depuis plusieurs années et surtout, on a déjà vu certaines de ses prouesses pour ceux qui se rappellent ce splendide high kick qu'il avait envoyé à un supporter de Marseille il y a quelques années. Évidemment, on le sait tous, c'est un coup marketing pour le PFL et même si on a vu se développer un marché parallèle pour les célébrités dans les sports de combat avec les frères Paul, leurs comparses anglais KSI ou même chez nous en France avec l'événement de streamer qu'on a vu l'année dernière, Patrice Evra au PFL, c'est pas exactement une nouvelle à laquelle je m'attendais à titre personnel. C'est devenu commun, il faut le dire en revanche, les combats de célébrités existent depuis longtemps et c'est une composante de notre sport qui ne me passionne pas vraiment mais qui existe et qui rameute beaucoup de fans. Mais avant que ça ne devienne un business à part entière, on a vu des stars faire des apparitions spontanées, souvent plus curieuses les unes que les autres dans divers sports de combat et ça a donné lieu à quelques histoires très intéressantes. Qu'il s'agisse de véritables ambitions ou simplement d'un petit défi personnel, certaines stars ont enfilé les gants, faisant leur chemin vers le ring ou vers la cage et certains se sont même très bien débrouillés. J'ai essayé de me concentrer aujourd'hui sur les instances qui sont un peu moins connues et plutôt curieuses. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà 10 célébrités dont vous ne savez peut-être pas qu'elles ont combattu. Numéro 10, Ricky Gervais. Ricky Gervais est connu pour son humour sec et ses commentaires sarcastiques sur la société. Ceux qui ne sont pas familiers avec son travail le connaissent peut-être pour ses discours mémorables qu'il avait fait en ouverture des Golden Globes ou pour son rôle dans The Office. On était alors en 2002 et il était au balbutiement de sa carrière à la télévision. C'est à ce moment-là qu'il est approché par la BBC pour prendre part à Sport Relief, un événement caritatif annuel qui est similaire à notre Téléthon. L'idée de la chaîne est alors de le faire boxer contre Grant Beauvais, un businessman anglais, dans un combat d'anglaise de 3 rounds d'1 minute 30. Non seulement Ricky accepte l'offre, mais il décide de se préparer extrêmement sérieusement, montant un camp d'entraînement de 3 mois dans ce qu'il décrira plus tard comme l'épreuve la plus difficile de sa carrière. Il se préparait pour un adversaire plus jeune que lui, en bien meilleure forme physique, mais ce que beaucoup de personnes percevaient comme une blague était en réalité devenu un gros défi personnel pour Ricky. Même si l'affrontement n'avait rien d'un combat professionnel, loin de là d'ailleurs, tout le monde a été surpris par l'intensité des deux célébrités qui se sont rendus coup pour coup malgré leur technique abyssale. Évidemment, Ricky n'avait pas perdu son humour non plus, faisant le show pour son entrée et choisissant le surnom de Balboa pour ce qui serait le premier combat de sa très courte carrière. Il a remporté l'affrontement à la décision et il a commenté plusieurs fois sur la difficulté de la préparation, faisant état d'un épuisement constant et d'à quel point cette expérience l'avait impacté. 17 ans plus tard, il a écrit et réalisé Afterlife, qui n'a absolument aucun rapport avec la boxe, mais qui est selon moi une série exceptionnelle que j'encourage tout le monde à regarder. Numéro 9, Tonya Harding. Je pense que la quasi-totalité d'entre vous ne sait pas qui est Tonya Harding. Je vais vous faire une confidence, je ne la connaissais pas non plus, mais je voulais inclure un exemple féminin dans cette liste et je n'avais pas spécialement envie de parler du combat de boxe de Kim Kardashian. Surtout que Tonya Harding a une histoire très intéressante. Ancienne patineuse professionnelle, médaillée au championnat du monde, elle a dû se retirer du monde du patinage artistique lorsqu'elle a été reconnue coupable d'obstruction de justice dans une affaire un petit peu folle. Son mari de l'époque avait organisé une attaque contre sa rivale dans le monde du patinage afin de l'empêcher de concourir à des futures échéances. Bref, c'était une affaire assez médiatisée au début des années 90 aux États-Unis qui a mené au bannissement du sport de Tonya Harding. Cherchant une nouvelle passion, elle est allée là où vont toutes les âmes déchues, le ring de boxe. Ce qui est particulièrement intéressant avec Tonya, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de quelques combats entre célébrités qui existaient déjà à la télévision au début des années 2000. Elle a pris part à de vrais combats professionnels contre des vraies boxeuses professionnelles. Elle a d'ailleurs fait ses débuts en pro un 22 février 2003 sur l'undercard d'un certain Mike Tyson qui venait tout juste d'être défait par Lennox Lewis. Bref, Tonya Harding a bossé professionnellement 6 fois, accumulant 3 victoires et 3 défaites avant de ranger les gants. L'histoire de sa vie est assez passionnante et a été racontée dans le film I, Tonya en 2017 où elle est jouée par Margot Robbie, on a connu moins flatteur. Numéro 8, Joshua Herdman. Le nom de Joshua Herdman ne vous évoque probablement pas grand-chose, mais son visage va sûrement vous rappeler 2-3 souvenirs. En effet, Joshua est plus connu sous le nom de Goyle. L'acteur britannique a joué un rôle secondaire dans la saga d'Harry Potter, où il jouait grossièrement le rôle d'un harceleur au lycée, qui, comme les harceleurs de lycée dans le monde réel, était en fait un lâche masquant ses insécurités en jouant les gros bras pour un autre adolescent en confusion identitaire.
Dans la vraie vie en revanche, en plus de ressembler au portrait robot de l'adolescent bagarreur britannique moyen, Joshua a découvert les joies du jiu-jitsu japonais en 2011 et il est même devenu ceinture noire au fil des années. Même s'il était passionné de boxe dans ses jeunes heures, il a trouvé plus de plaisir et de sens dans la pratique du MMA par la suite. Il s'est donc lancé le défi de participer à quelques combats amateurs et a même évoqué la possibilité d'en faire une carrière à part entière. Il a participé à 2 combats amateurs au Rise of Champions, une promotion londonienne qui a disparu depuis, mais qui avait été mise sur pied par Brad Pickett dans les années 2010. Évidemment, la participation de Joshua à ces événements a fait du bruit à l'époque, et même si tout n'était pas parfait, il a remporté 2 combats amateurs avant de laisser le MMA de côté. Même s'il n'est plus apparu dans la cage, il a continué la pratique des arts martiaux, s'entraînant notamment au judo aux côtés de ses 2 jeunes fils. Numéro 7, José Canseco. D'abord connu comme étant l'un des meilleurs joueurs de baseball au monde, la perception de la carrière de José Canseco a été très affectée par la révélation de son implication dans plusieurs scandales de stéroïdes. Il a d'ailleurs lui-même admis s'être dopé avant de balancer la moitié de la ligue dans un livre qui a fait beaucoup de mal au monde du baseball. Autant dire que José était un homme très sulfureux, dont la réputation n'était pas au mieux. Il est cependant resté une figure médiatique importante tout au long des années 2000. La meilleure façon de le décrire est de dire que c'était une grande gueule, un peu mythomane sur les bords et au tempérament très bien trempé. La recette parfaite donc pour qu'un promoteur véreux décide de lui proposer un combat de boxe de célébrité contre l'ancien joueur de NFL Vai Sikaema. José prétendait être un expert du kung-fu, du muay thai et du taekwondo, donc lorsqu'il s'est fait massacrer sans avoir vraiment su quoi faire pour se défendre, tout le monde a un peu compris la supercherie. Il a admis bien plus tard qu'il avait menti pour faire monter l'intérêt autour du combat, mais pour ce que ça vaut, ce n'est même pas l'affrontement qui nous intéresse le plus dans son parcours, parce que c'est une chose de participer à un combat de célébrité, mais c'en a une autre d'être appelé par l'une des plus grosses promotions de MMA au monde. En 2009, le Dream fait appel à José pour affronter Hong Min-choi. Vous ne rêvez pas, c'est le Hong Min-choi auquel vous pensez. La différence de taille était colossale, le combat était ridicule et après avoir glissé en envoyant un middle, il s'est mangé un ground and pound qui a mis fin à l'affrontement. Pas toujours le plus malin lorsqu'il s'agit des décisions de santé sur le long terme, José a même décidé de participer à un autre combat de boxe en 2021, à 56 ans, contre un jeune homme de 21 ans qui l'a évidemment mis KO dans le premier round. Qui sait, peut-être que Jake Paul va le call-out dans quelques mois. Numéro 6, Jason David Frank. Encore un homme dont vous ignorez sûrement le nom et surtout dont vous ignorez même le visage. La raison pour laquelle Jason figure sur cette liste en revanche, c'est tout simplement parce qu'il a joué dans Power Rangers pendant plus de 25 ans. Il était le Power Rangers vert et en écrivant cette vidéo, j'ai d'ailleurs appris que le Power Rangers vert s'appelle Tommy Oliver dans le show et je sais pas trop quoi penser de cette information. En revanche, ça me fait un petit peu marrer de savoir qu'en plus de combattre dans des méchants, dans des chorégraphies plus farfelues les unes que les autres, Jason était une ceinture noire dans de multiples disciplines et surtout 8e dame dans karaté Shotokan. Un véritable passionné des arts martiaux depuis sa tendre enfance, il a même inventé sa propre discipline baptisée le Tosokundo, un mélange de plusieurs disciplines visant à former des combattants complets. Il en utilise d'ailleurs certains de ses mouvements dans certaines scènes de Power Rangers. En 2010, à presque 40 ans, Jason a décidé de mettre ses talents en application et de se faire un petit plaisir en se lançant dans une carrière très éphémère de MMA. En moins de 8 mois, il a fait 5 combats dont un professionnel, qu'il a tous remportés dans le premier round, et à un moment, la rumeur circulait même qu'une apparition au Strikeforce était en cours de négociation pour lui. Il n'en a rien été au final, et après quelques complications au biceps, il a décidé de mettre fin à sa carrière de combattant. Numéro 5, Herschel Walker. Si Jason David Frank discutait avec le Strikeforce, c'est parce qu'il voulait affronter Herschel Walker. L'ancien joueur de football américain a couplé sa carrière avec une pratique régulière du taekwondo et il est devenu ceinture noire au fil des années. On a eu pas mal de joueurs de foot US dans le MMA et même à l'UFC, mais ce qui rend le parcours d'Herschel singulier, c'est qu'il a fait ses premiers combats à 47 ans. Walker a eu une carrière complète en NFL et je vais pas prétendre que j'y connais quoi que ce soit en football américain, mais visiblement c'était un bon joueur et assez populaire auprès des fans. C'est donc sans surprise qu'il est resté dans la lumière après sa carrière, et d'ailleurs il a aussi fait partie de l'équipe américaine de bobsleigh et il vient d'être nommé ambassadeur américain aux Bahamas. Autant dire que la vie d'Herschel Walker est un spectre large, mais pour ce qui est du combat, il a souvent fait mention de son avis de participer à un événement ou deux, notamment lors d'un passage dans l'émission Inside MMA en 2007, où il confiait être en discussion avec plusieurs organisations. C'est le Strikeforce qui s'est attaché le service d'Herschel, et à 47 ans, il a combattu à 2 reprises dans la promotion pour 2 victoires par finish. Certes, c'était contre 2 gars qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient là, mais avoir ce genre de forme physique à 47 ans, c'est quand même pas commun. Il a mis fin à cette parenthèse dans sa vie assez rapidement, et tout ça n'était vraiment qu'un challenge personnel pour lui. Il a fait don de ses bourses à des œuvres de charité et s'est tourné vers sa carrière politique. Numéro 4, Hafthor Bjornsson.
Plus connu pour avoir joué le rôle de la montagne dans Game of Thrones, l'Islandais Hafthor Björnsson a écumé les compétitions de strongman pendant de longues années, remportant plusieurs titres mondiaux et étant considéré à un instant T comme l'homme le plus fort du monde. Après avoir battu le record du monde du deadlift en 2020, Hafthor a challengé Eddie Hall, un autre strongman, à un combat de boxe. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il ne s'était jamais entraîné en anglaise de sa vie et de son propre aveu, il cherchait à capitaliser sur sa popularité du mieux qu'il pouvait. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'y est pas mis à fond en revanche, changeant complètement son approche nutritionnelle, il a commencé à s'entraîner 2 fois par jour, perdant 64 kilos avant sa première exhibition. Après 3 combats d'échauffement pour prendre de l'expérience, Hafthor affronte Eddie Hall dans un combat titré l'affrontement le plus lourd de l'histoire et fort de son entraînement, il a tranquillement remporté ce combat par décision unanime en envoyant même 2 fois Hall au tapis. Cette victoire a mis fin à son arc en tant que boxeur et il est réapparu dans des compétitions de strongman ainsi que dans des films depuis. Numéro 3, Vanilla Ice. En toute honnêteté, j'utilise ici Vanilla Ice pour parler d'un truc un peu plus global qui était l'émission Celebrity Boxing. En 2002, la Fox diffuse un nouveau show faisant s'affronter des célébrités de seconde zone. L'émission est un tel flop d'ailleurs que le concept est abandonné après seulement 2 épisodes. Plus de 10 ans après avoir connu son heure de gloire avec la chanson Ice Ice Baby, Vanilla Ice accepte de participer au premier épisode du show. Ce combat est vu par son management comme une opportunité de relancer sa carrière alors qu'il essaye d'émerger de nouveau sous le nom de Bipolar. Il affronte Todd Bridges, ancien acteur d'Arnold et Willy, et se fait absolument décimer tout au long du combat. En se renseignant 30 secondes sur Vanilla Ice et son état mental de l'époque, on se rend compte qu'il était simplement désespéré et cherchait n'importe quel moyen pour faire son retour au premier plan. La boxe n'a pas fonctionné en tout cas et fait très curieux tant qu'Abbott était dans son coin pour ce combat. Même si l'émission n'a pas du tout marché, c'est peut-être la première stèle de ce qu'on connaît aujourd'hui. Je n'irai pas jusqu'à dire que Vanilla Ice a marché pour que Jake Paul puisse courir, mais bon. Numéro 2, Idris Elba. Idris Elba s'est essayé à bien des disciplines hors de ses rôles. Il s'est essayé à la musique, vient d'annoncer un investissement dans le sport automobile, mais sa grande passion, c'est qu'il œuvre surtout pour la jeunesse depuis des longues années et a obtenu plusieurs rôles officiels autour des problématiques qui touchent la jeunesse défavorisée. Si j'ouvre par cela, c'est parce que ça a rejoint son rapport au sport de combat. D'abord une aventure personnelle, Idris Elba s'est donné 1 an en 2015 pour s'entraîner en kickboxing et faire un combat professionnel. Discovery Channel a suivi cette aventure durant laquelle il est parti s'entraîner au Japon, en Afrique du Sud et en Thaïlande, et je recommande le documentaire parce qu'on voit vraiment l'évolution physique et mentale d'Elba pendant sa préparation et comment il surmonte énormément de situations. Ça donne aussi une belle perspective sur différentes méthodes d'entraînement en fonction des pays, sur certaines traditions et sur la culture des sports de combat d'une façon générale. Surtout, Idris a fini par remporter son combat contre un adversaire correct, rien ne lui a été offert et il s'est entraîné très sérieusement. C'est là que je rejoins le début de cette entrée. À travers cette expérience, Idris a expliqué qu'il avait tiré énormément de bienfaits pour sa santé mentale et physique. C'est dans l'optique que cette expérience soit bénéfique à d'autres qu'il a lancé la Idris Elba Fight School, un programme qui prend des jeunes à la dérive et essaye de les remettre dans le droit chemin via la boxe et la discipline. Numéro 1, Justin Trudeau. Oui, je parle bien de ce Justin Trudeau-là, l'ancien Premier ministre du Canada, qui était déjà député à la Chambre commune canadienne lorsqu'il a participé à un combat de boxe caritatif en 2012. La Fondation pour la lutte contre le cancer d'Ottawa organisait un gala de charité le 31 mars, et pour l'occasion, Justin Trudeau a accepté d'affronter Patrick Brazeau, sénateur conservateur, dans un combat de boxe anglaise diffusé en live. Et évidemment, le but de l'opération était de récolter des dons pour la lutte contre le cancer, mais ça a aussi permis à Justin Trudeau de mettre en avant son passif avec les arts martiaux. Ceinture noire de karaté, il a dominé le combat de bout en bout et l'arbitre a arrêté l'affrontement dans la 3e reprise. De toutes les célébrités qui ont participé à un combat, Justin Trudeau est peut-être la plus surprenante de toutes à mon sens, de par son rôle public bien sûr, mais aussi parce qu'il s'est ensuite servi de la boxe comme d'un outil de communication, lui permettant de mettre en avant ses engagements auprès de la jeunesse. Ça ouvre aussi une porte de mon cerveau où les conflits politiques pourraient se décider dans un ring, mais il vaut peut-être mieux que ça se cantonne à mon esprit, je crois bien. Voilà pour la vidéo, j'espère que je vous ai appris 2-3 instances, voilà, c'est plus léger aujourd'hui bien sûr. En attendant l'annonce de l'adversaire de Patrice Evra, je vais pas mentir, il y a un certain niveau de curiosité quand même. Voilà, si ça vous a plu, comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, et nous on se reparle bientôt, salut tout le monde.